Ça va tout couper. Il faut que vous le remettiez de façon manuelle. Donc bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Merci de vous rendre disponible ce matin, surtout, pour nos partenaires Business France, en Afrique, parce qu'effectivement on est passé à l'heure d'été, donc pour eux, il est 7 heures du matin. Donc merci à tous d'être là. Aujourd'hui, donc un webinaire, dans le cadre de l'Export Day, donc qui se prépare, au mois de juin, et on va parler plus spécifiquement de la zone, Afrique subsaharienne, avec un focus sur, le pays du Cameroun. Donc je fais partie, de la team France Export Normandie, plus précisément de la CCI Normandie, partenaire, fondateur, et on est ravis de vous proposer, ce webinaire qui est le deuxième d'une série de 3. Donc Gérald Petit de Business France, qui est, basé à Dakar, nous parlera donc de l'Afrique subsaharienne, toute cette zone qui est en pleine croissance et en pleine, mutation. Ensuite, on aura, Christelle Perran, donc qui on espère va se connecter, qui va parler du ah mais là voilà, ça l'a fait arriver, qui nous parlera donc du Cameroun plus spécifiquement. Ensuite, donc un témoignage, de la société Benning avec Soufiane Aïtamara, et puis moi je vous parlerai un petit peu plus en détail de l'Export Day. On a mis les questions-réponses à la fin, mais comme on se disait, comme on n'est pas en très gros comité, je pense qu'on peut aussi, voilà, ne pas hésiter à les poser en cours de route, ça sera également plus dynamique, et puis, les experts de Business France sont tout à fait, prêts à y répondre au fil de l'eau. Gérald, je vais te laisser la main. Je sais pas si tu as pu remettre ta caméra et ton micro. Ouais, est-ce que c'est Ouais, bon? oui, c'est tout bon. Parfait, bien bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis Gérald Petit, je suis basé à Dakar, où le bureau couvre le Sénégal et la Mauritanie. Et Christelle Perran, qui est basée à Douala au Cameroun, aussi interviendra à mes côtés avec un focus sur le Cameroun, comme le précisait Prune. Ma mission est de vous faire un grand tour là, de l'Afrique subsaharienne en 10 minutes à peu près. Donc voilà, je l'ai accepté. On va faire du mieux possible pour vous présenter eh bien, une photo actualisée de la zone. Évidemment, en quelques minutes, on n'aura pas le temps de faire un focus, de s'arrêter sur certains marchés, mais l'idée, c'est de vous donner les grandes tendances qu'on observe en ce début d'année. Et puis, par contre, Christelle aura plus de temps pour faire ce focus Cameroun et Afrique centrale. Ce qu'on observe, c'est que depuis un an, bon, d'abord, le monde évolue, vous avez vu. Les États-Unis ont coupé les aides au développement en Afrique, mais à travers le monde aussi. La Chine prête un peu moins qu'habituellement sur le continent. Et pourtant, selon les projections du FMI annoncées il y a 2 mois, la croissance moyenne en Afrique subsaharienne devrait atteindre 4,6% en 2026. Alors, c'est assez énorme si on compare, par exemple, à celle de la Chine, projection à 4,5, et même aux pays de l'Asie du Sud-Est, pour la région ASEANO, 4,2%. Ça veut dire que l'Afrique subsaharienne, je pense, pour la première fois, aurait une croissance moyenne plus importante que celle de l'Asie. Et sur les 15 pays au monde qui afficheront les taux de croissance les plus élevés, 11 pays se situent en Afrique. Donc, c'est vous dire, et on compte des pays en Afrique de l'Est, tels que l'Éthiopie, Djibouti, l'Érythrée, et beaucoup en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, Togo, Ghana. Donc, vous voyez les chiffres là qui s'affichent. Je vous laisse parcourir, je n'irai pas en détail pour chacun. Mais tout ça est porté par d'abord l'envolée de certains prix mondiaux des matières premières sur le pétrole, le gaz, l'or et le fer ou des minerais plus précieux. Ça s'accompagne d'une explosion démographique, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, sur le fond, les économies sont plus résilientes que par le passé. L'inflation est désormais maîtrisée et ça, c'est largement dû au rôle des banques centrales qui exercent mieux leur contrôle sur le secteur bancaire et qui manœuvrent mieux les masses monétaires. C'est aussi dû aux investissements qui ont progressé et surtout à la part d'investissement des pays africains. En 2025, les investisseurs locaux, donc africains, étaient de 45% à l'échelle du continent. C'est un plus haut niveau jamais atteint. Donc, ça veut dire que le
continent a tendance à être moins dépendant des investissements extérieurs et que le secteur privé prend le pas de plus en plus. Alors évidemment, les chiffres là, du FMI que j'évoquais, c'était avant que ne se déclare, on peut appeler la troisième guerre du Golfe. Hein, donc l'optimiste était de mise. Donc il faudra de nouveau analyser les chiffres et les prévisions à mi-année en mesurant l'impact du conflit en Iran. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que, bon, évidemment, c'est difficile de se projeter, mais l'impact est encore mesuré. Dans beaucoup de pays, les prix des carburants sont fixés. Et donc, il n'y a pas d'impact réel encore sur les populations. On verra ce qu'il en deviendra, par contre, sur le prix des matières qui sont importées. Ça, évidemment, nos pays qui importent aussi des denrées et des produits manufacturés ne vont pas couper certainement une inflation sur les intrants. Ça, c'est pour les grands aspects macroéconomiques. Autre point sur le volet politique. Ces dernières années et surtout derniers mois, il y a eu des élections très importantes. C'était il y a 2 ans au Sénégal, c'était il y a quelques mois au Cameroun, Christelle l'évoquera. En fin d'année aussi en Côte d'Ivoire, il y a eu la Guinée récemment. Donc beaucoup d'élections en 2025 et bon, vous en avez peut-être entendu parler, mais ça n'a pas fait les unes en tout cas pas de manière négative. Tout ça s'est globalement très bien passé de façon démocratique. Et il y a dans les élections à venir, on peut citer le Bénin, le 12 avril en 2026, où le président Talon, qui a effectué deux mandats, ne peut pas se représenter. Mais il n'y a pas d'enjeu majeur, ce qui veut dire que pour beaucoup des marchés là, que vous voyez sur la slide, eh bien, on a un horizon dégagé jusqu'en 2029, 2030, voire 2031. Alors, par contre, en 2027, il y aura des élections importantes, tout de même au Nigeria, au Kenya ou en Angola. Mais ce sont des pays où la démocratie, voilà, il n'y a pas de grand risque, a priori, de menace sur la démocratie. Alors, je ne vais pas pouvoir faire évidemment un focus sur chacun des pays, mais sortir quelques tendances. Vous voyez que la Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance constant et très élevé, au-delà de 6%. Et puis, depuis 1 an, le pays est aussi producteur de pétrole. Hein, il y a un champ qui s'appelle Baleine, au large d'Abidjan, qui est mis en exploitation par l'italien Eni. Donc ça, forcément, c'est un gain, c'est un plus. L'enjeu, globalement, hein, l'enjeu pour tous les pays, alors je ne vais pas le répéter, mais c'est l'industrialisation et la valorisation des matières premières. Hein, ça veut dire aussi transformation, ça veut dire stockage, réfrigération. Et derrière, ça sous-tend aussi un investissement dans des infrastructures publiques, beaucoup, hein, transport, logistique, énergie, eau, infrastructures numériques. Tout ça est une réalité pour tous les pays. Donc, c'est une constante à des degrés divers, mais c'est une constante pour tous les pays. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire, bon, Alassane Ouattara, quand même, il n'est pas tout jeune, hein, ça va être un enjeu de transition générationnelle sur ce mandat actuel. Au-delà des défis économiques, il va falloir préparer l'avenir. Dans les autres pays qui ne figurent pas là, il faut quand même citer, on peut citer aussi la Guinée, qui va avoir un taux de croissance cette année à 2 chiffres, avec un lancement d'un grand projet d'exportation de minerais de fer Simandou. Ça, c'est quelque chose qui va être un facteur de développement important et aussi de diversification économique dans le tourisme, dans l'agro-industrie. Bon, l'important, ça va être de savoir si le régime militaire qui est au pouvoir, eh bien, va être dans une stratégie constante et fiable. Mais pour l'instant, les signaux, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui. Autre grand pays, et sans doute pas la première puissance démographique, c'est le Nigeria, grande puissance économique aussi, où le numérique, la fintech, les industries créatives sont très développées. Ça reste le premier producteur africain de pétrole et de gaz, avec un secteur privé très important, avec des grands leaders, des conglomérats, et le plus illustratif, en tout cas c'est le nom que tout le monde connaît, c'est Dangote, hein, donc, mais c'est pas le seul. Hein, donc il y a vraiment des acteurs privés de classe internationale dans ce pays qui portent la dynamique économique. Le Sénégal, où je suis, eh bien, c'est un marché aussi en croissance constante, qui est devenu producteur de pétrole l'année dernière,
et producteur de gaz également depuis quasiment 1 an et demi, avec un champ gazier qui est partagé avec la Mauritanie. Donc ça change la donne aussi parce qu'il y a une société qui a été créée, Réseau gazier du Sénégal, qui va développer des tronçons de pipe de 400 km pour alimenter des centrales au gaz et des industries consommatrices. Donc, on va passer du fioul ou du charbon au gaz. Donc ça, c'est un impact très fort parce que comme en France, nous avons le nucléaire, bien ici, il y aura le gaz. Ça permet de sécuriser, d'être souverain dans son énergie et puis de réduire les coûts d'accès à l'énergie. Dans les autres grands projets d'infrastructure, il y a un TER à Dakar, il y a un BRT qui a été ouvert l'année dernière, et là on parle d'une extension du TER au-delà de l'aéroport, vers Thiès, qui va devenir un pôle industriel majeur qui se situe à 100 km à l'est de Dakar. Il y a la modernisation du port de Dakar, avec 200 millions de dollars d'investissement, et puis surtout la construction en cours d'un port en eau profonde à Ndayane, c'est à 60 km au sud de Dakar, porté par Dubai Port. Et là, le CMA CGM nous dit qu'il sera opérationnel dans 2 ans, donc c'est presque demain. Et c'est important parce que c'est avec Abidjan, Dakar est la deuxième porte d'entrée de la zone Afrique de l'Ouest, et ça permet 20% du trafic qui passe à Dakar alimente le Mali, par exemple. Donc on voit qu'il y a des projets d'infrastructure importants. Et puis, nous accueillerons ici les premiers Jeux olympiques du continent, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse, fin octobre, début novembre. Un pays qui ne figure pas là aussi, c'est la Mauritanie, avec qui nous entretenons une relation bilatérale très soutenue. Notre ministre délégué au commerce extérieur, Nicolas Forissier, a effectué son premier voyage en Afrique à Nouakchott, c'était en novembre dernier, et le président mauritanien effectuera une visite d'État du 15 au 17 avril à Paris. Donc c'est vous dire s'il y a une appétence des Mauritaniens pour travailler avec la France, et c'est une relation très saine. Donc voilà, un pays qui fait 2 fois la superficie de la France, donc un marché que l'on suit de plus en plus. Je ne fais pas de focus, Christelle, sur le Cameroun, puisque ce sera ton rôle tout à l'heure. Donc, je vais passer aux autres parties du continent. L'Angola, économique qui est en transition, hein, qui est toujours dépendante aux hydrocarbures, puisque c'est le second producteur de pétrole en Afrique après le Nigeria. Donc le pétrole quand même représente quasiment un tiers de l'économie en poids de PIB. Mais il y a une diversification économique en cours, et Benoît, notre collègue à Angola, mène beaucoup d'actions dans le domaine de l'agroalimentaire, de la santé, et puis évidemment il y a des opportunités aussi dans les industries extractives et l'énergie. Le Kenya, partie orientale, qui est le hub technologique et financier de l'Afrique de l'Est, qui donc a une économie qui repose à 59% du PIB sur les services, le tourisme et puis aussi le numérique, avec un plan Vision 2030 qui vise à en faire un carrefour industriel régional, donc un pôle majeur là, sur la partie orientale du continent, en développant son secteur manufacturier, les infrastructures stratégiques, le port de Mombasa. Et puis, parmi les secteurs porteurs, on peut citer évidemment la fintech, le e-commerce, enfin, tout ce qui est autour de l'agriculture, les smart cities et la santé. Et on ne peut pas évoquer le Kenya en ce moment sans parler aussi du sommet Afrique-France, qui aura lieu les 11 et 12 mai prochains à Nairobi, donc, et notamment avec un volet économique important, le sommet Africa Forward, Inspire and Connect, le lundi 11 mai, et donc qui est opéré par BPI France, Business France, Proparco. Il y aura une scène principale avec bien des ateliers toute la journée, et puis 4 agoras où se dérouleront 32 panels. Donc c'est un événement majeur qui aborde toutes les thématiques importantes du développement en Afrique, du financement, l'agriculture, en passant par le sport, les industries créatives. Donc voilà, ça va être un rendez-vous majeur pour les chefs d'État, mais évidemment pour les grands groupes, les PME du continent, et on va embarquer aussi beaucoup d'entreprises françaises, hein. L'objectif, c'est qu'on ait 80 à 100% entreprises françaises qui se positionnent avec une plateforme de rendez-vous B2B qui est opérée un peu un start de ce qu'on fait sur Ambition Africa chaque année. Si je poursuis mon tour rapidement, on arrive en Afrique du Sud. Donc c'est l'économie la plus diversifiée et industrialisée du pays, hein. On est sur un marché de type OCDE.
Et comme beaucoup de marchés OCDE, avec une croissance qui quand même atone, même si là, sur 2026, il y a une belle projection, vous voyez, à 1,5% de croissance. Donc ça, c'est un signe très positif, même à l'échelle du continent, hein, parce que c'est le PIB, l'économie la plus importante pour la zone Afrique subsaharienne. Donc, une volonté de procéder à une consolidation budgétaire, une situation de sécuriser la situation des finances publiques. Et puis une présence française solide avec des grands groupes, notamment Danone et d'autres dans le secteur des produits laitiers, de la grande distribution, des services. Donc des secteurs porteurs dans les industries, dans la tech, la santé, les vins spiritueux et les clean tech, hein, tout ce qui est lié à l'environnement. Alors on peut passer peut-être, Prune, parce que là j'ai dit beaucoup de choses sur cette slide, donc peut passer, voilà. Là, je vous laisse le découvrir, mais j'ai abordé pas mal de sujets au travers là, de ce que je disais ici. Je vous laisse parcourir. Il y a un autre point important. Donc, j'ai parlé d'économie, j'ai parlé de politique. Ce qui sous-tend tout ça aussi, c'est la dynamique démographique. Alors, on a un taux d'accroissement démographique qui est en moyenne de 2,4% sur la zone. C'est très significatif, hein, quand en France, on est à 0,1%. C'est pour comparer. Un âge médian de 18,5 ans, ça veut dire que la moitié de la population des pays qu'on évoque ont moins de 18,5 ans, alors qu'en France, on est à 42,5. C'est vous dire le gap que nous avons en dynamique démographique. Une population urbaine, là aussi, qui est en moyenne à 46%, mais on constate une urbanisation rapide, alors que là aussi, si je dois comparer à la France, on est à 83%. Et chaque année, sur les pays dont on parle, il y a 10 à 15 millions de nouveaux urbains par an. Notamment, on constate des croissances rapides dans les métropoles telles que Lagos, Kinshasa, Abidjan, Dakar et Nairobi. Et tout ce mouvement, qui est de fond, hein, peu importe les crises qui se passent à travers le monde, euh, géopolitique ou sismique ou autre, eh bien, là, la croissance démographique, c'est une constante. On peut se projeter sur 2050 avec des populations qui vont doubler dans la plupart des pays, ce qui emporte des défis majeurs en termes d'habitat, de santé, d'éducation, d'infrastructure. Évidemment, tout ça, ça emporte des défis et des grands risques aussi, hein, en termes de climat social pour les gouvernances. Mais sur le plan économique, évidemment, si on se projette sur le long terme, on peut se dire qu'il y aura des taux de croissance élevés et des besoins assez énormes auxquels il faudra subvenir. Voilà, il y a quelques slides derrière, mais ça reprend un peu ce que je disais là derrière. Vous voyez le poids des économies. Vous voyez l'Afrique du Sud. Ça, ce sont des projections sur 2026, telles qu'on les a prévues en début d'année. Donc, on verra en cours d'année si elles se matérialisent, mais ça vous donne quand même une indication sur le poids des économies. Vous avez vu tout à l'heure la dynamique en termes de taux de croissance. Là, les populations. Donc, vous voyez là, l'histogramme de couleur jaune, la dynamique qui est énorme, hein, et ce que je vous disais, les défis sont vraiment majeurs, et sur le plan économique, ça va se révéler en opportunité. Alors, ce que j'ai pas souligné, effectivement, c'est des dynamiques aussi sur, vous voyez, alors là, ça fait vraiment patchwork, mais derrière tout ça, il y a la zone, la ZLECAf, hein, qui doit se mettre en place, on l'espère, d'ici 2030-2035, progressivement. Ce sont ces zones économiques de libre-échange. Il y en a déjà en Afrique orientale, en Afrique australe, et puis nous, on connaît bien en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est déjà en place. On peut passer. Et puis, vous voyez notre empreinte là du réseau Team France Export. Les points rouges, ce sont les bureaux où nous sommes présents. Et les pays en bleu ciel, tous les pays que nous couvrons en direct via nos bureaux. Et en bleu foncé, les pays qui sont couverts via des prestataires référencés avec qui nous travaillons maintenant depuis 2017 ou 2018. Donc, on a une expérience solide sur tous ces pays maintenant. Et il y a un petit focus, voilà, juste là, oui, cette slide qui est utile aussi, puisque je crois que dans l'Assemblée, là, on a plutôt des filières autour de l'énergie, des industries et de l'environnement. Et donc, vous avez ici tous les correspondants et le chef de file pour nous, pour qui coordonne toute cette filière, c'est Stéphane Perchenet, qui est basé à Nairobi. Je n'ai pas vu s'il y avait eu des questions. Ah non, a priori, non, pas dans le chat, Non, mais on pourra jusqu'ici, il y voir en tout a à l'heure. pas. Ouais, et on vous enverra donc également, hein, les différents éléments présentés par Gérald par mail dans un second temps. Merci beaucoup, Gérald. Voilà, j'espère que vous avez bien voyagé là en 10 minutes à travers le continent.
Bon, bonjour à tous. Donc moi, je suis Christelle Perron, je dirige le bureau Business France du Cameroun, basé à Douala. Je voulais remercier la région Normandie pour l'organisation de ce webinaire aujourd'hui qui met le focus sur l'Afrique. Donc voilà, le Cameroun, c'est vraiment le pays au cœur de l'Afrique, et l'Afrique en miniature, comme on aime à l'appeler, puisque de cette forme triangulaire, vous avez à peu près tous les climats d'Afrique concentrés en un pays. C'est un marché de 30 millions d'habitants. Avec deux grands pôles, donc Yaoundé, la capitale politique, et puis Douala, la capitale économique en bord de mer, et une population qui est effectivement jeune, plutôt bien éduquée, et quand même de vraies compétences localement, ce qui est quand même un atout avantageux lorsque les entreprises étrangères veulent travailler sur place. Le pays est également bien intégré dans les grandes organisations internationales, à l'image de l'OMC, puisqu'on a accueilli la semaine dernière le 14e sommet ministériel de l'OMC. Donc, on avait à cette occasion notre ministre du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, qui était présent. C'est également une économie qui est très diversifiée, pas forte dépendance des hydrocarbures comme peuvent l'être les pays voisins, mais on va dire un panachage des différents secteurs qui lui permet d'être plus résilient au gré des crises qui ne font que se succéder. On peut passer. Voilà. Donc, le Cameroun échange énormément avec l'international. Et donc, ses principaux clients, vous voyez que la France est dans le top 5. Le premier pays européen, c'est les Pays-Bas, essentiellement grâce à ses ports. On a également les Émirats arabes unis, notamment Dubaï, qui a fait une forte montée récente. Donc voilà des signaux faibles de voir que progressivement, Cameroun qui était très tourné vers l'Europe continue à diversifier ses échanges plutôt sur l'Asie et le Moyen-Orient. Et en termes de fournisseurs, nous sommes les deuxièmes, la Chine étant le premier, mais loin devant. Hein, ça fait partie de la stratégie de la nouvelle route de la soie. Et on est au coude à coude avec l'Inde qui nous concurrence fortement. Alors, qu'est-ce que exporte le Cameroun? Essentiellement des produits de son sol. Donc du pétrole, du cacao, des minerais, du bois et des fruits, notamment la banane que vous pouvez retrouver sur les étals en France. Et il importe tout l'outil industriel, hein, puisqu'il n'y a pas de production vraiment industrielle, donc tout ce qui est machines-outils, appareils électriques, matériel de transport est importé. Et puis ensuite les céréales, parce que même si tout y pousse, l'agro-industrie est encore dépendante des importations extérieures. Et également du pétrole brut. Sur nos relations, elles sont très bonnes. Nous avons encore de fortes relations, même si le poids de l'histoire parfois peut être pesant. Aujourd'hui, la dynamique est vraiment, on va de l'avant, on construit le futur ensemble et on co-construit de nouvelles dynamiques. Donc, on est à peu près à 1 milliard d'euros d'échanges ces 2 dernières années, en baisse de 30%, essentiellement parce qu'on a arrêté, nous, Français, d'importer du GNL du Cameroun. Donc, au sein de l'Afrique centrale, le Cameroun reste notre premier partenaire commercial. On compte ici à peu près 200 entreprises françaises. Et quand on parle d'entreprises, on compte à la fois les filiales, les franchises. Vous voyez, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans le retail, dans l'auditoire. Sachez qu'ici, il y a Carrefour, Casino, Super U qui sont présents. Ça pour l'alimentaire. Et puis, le non-alimentaire qui habille Gémeaux, Citysport. Voilà. Donc, il y a quand même énormément de marques françaises visibles. Et puis, vous avez aussi une forte communauté de Français, entrepreneurs français de l'étranger, qui sont là depuis des années, voire des décennies, qui aussi ont créé des entreprises. Donc voilà, qu'est-ce qu'on exporte des machines-outils, des médicaments, du blé et des parfums cosmétiques, même si un peu en baisse. Et surtout, la principale hausse, c'est les industries agroalimentaires, et notamment le vin, enfin un vin spiritueux, puisqu'ici, toute occasion est bonne à faire la fête, y compris les funérailles. C'est des grands moments de joie et de fête. Donc voilà, on a un vrai levier pour les producteurs de vin français qui cherchent d'ailleurs d'autres débouchés actuellement en raison des
des droits de douane de certains pays qui évoluent drastiquement. Également matériel de transport, comme je l'évoquais. Qu'est-ce qu'on importe? Alors, la principale hausse d'importation, c'est le cacao, puisque c'est un des premiers, je crois qu'ils sont dans le top 5 mondial producteurs de cacao, avec notamment la fève de cacao rouge qui est très appréciée des chocolatiers et pâtissiers européens et français. Et puis, voilà, je parlais de la banane, le coton un peu moindre, mais voilà pour la partie agro-industrielle. Alors, sur les secteurs porteurs, c'est ça dont vous êtes partagé, donc je vais plutôt me concentrer effectivement sur les industries, puisque c'est, je crois, le cœur de métier de la plupart d'entre vous. Donc ici, les principaux besoins, c'est tout ce qui est besoins vitaux, eau, électricité, transport. Donc route, autoroute, port, enfin fluvial, pas fluvial, maritime, aérien et ferroviaire. On peut passer, parce que je vais aller un peu plus dans les détails après. Sur la partie énergie, donc on a des gros délestages. En fait, le besoin en énergie produit n'est pas suffisant par rapport à la demande, même s'il y a quand même le barrage de Nachtigal emblématique que vous voyez en photo en bas à droite, qui a été mis en opération l'année dernière, qui est opéré par EDF. Sur un format PPP et qui aujourd'hui produit un tiers de la demande locale en hydroélectricité. Donc le mix énergétique, il est déjà présent au Cameroun. L'enjeu, c'est vraiment de produire davantage et après d'assurer les lignes de transport et de distribution jusqu'au foyer de consommation. On peut avancer. L'agriculture, j'ai pas vu trop d'acteurs dans ce domaine-là, donc on va avancer. Et puis les techs non plus. Voilà. Donc voilà. Les pays africains peuvent parfois faire peur. On peut revenir un peu avant, juste. Les pays africains peuvent parfois faire peur. Donc, ce qu'on suggère aux entreprises, c'est de se positionner sur les projets à financement bailleur de fonds. Ça vous permet d'assurer une certaine sécurité en termes de paiement, notamment. Vous êtes sûr quand même d'être rémunéré si vous voulez remporter. Et il faut savoir que le Cameroun est énormément suivi par les bailleurs de fonds. Ils arrivent encore, grâce à leurs notes, à leur faculté de pouvoir payer leurs dettes, de pouvoir encore recevoir des financements de bailleurs. Donc vous avez l'Union européenne qui est très, très forte avec la stratégie du Global Gateway, qui est un peu on va dire le schéma concurrent de la route de la soie chinoise. L'AFD, historiquement, l'Agence française de développement, est là, je crois, depuis 80 ans. La Banque africaine de développement, avec quelques griefs, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de ces projets sont remportés par des sociétés chinoises, mais quand même, regardez-les, assurez une veille dessus, parce que ça reste des projets porteurs. Et puis, la Banque mondiale et sa partie privée IFC, qui, dans les infrastructures, finance beaucoup de choses. Donc, on peut passer sur les projets à retenir. Donc, dans les projets routiers et autoroutiers, l'éternelle autoroute Yaoundé-Douala, qui tarde à être vraiment rénovée. Des voies de contournement, puisqu'aujourd'hui, que ce soit Yaoundé ou Douala, le trafic des camions, des poids lourds traverse les villes, ce qui provoque des engorgements certains. Et puis ensuite, le corridor de Douala vers le Tchad, puisque le Cameroun est également la porte d'entrée sur deux pays enclavés que sont le Tchad et la Centrafrique, où il y a quand même des gros intérêts, notamment hydrocarbures et minerais. Et donc, ce trafic de marchandises a besoin de voies logistiques opérationnelles qui sont aujourd'hui assez vieillissantes, et donc des projets de rénovation sont en cours, que ce soit par le rail ou par la route. Donc, on suit au jour le jour tous les projets qui peuvent sortir. Il y en a d'ailleurs actuellement des consultations à mener, et ça, vraiment, on vous demande d'assurer cette veille pour ceux qui sont dans le domaine, dans les bureaux d'études, parce que c'est vraiment des projets structurants pour le pays et des belles références ensuite pour les sociétés qui les remporteront. On peut poursuivre. Donc, sur les ports, on a deux grands ports. Le port de Douala, historique, qui aujourd'hui est congestionné et qui a un tirant d'eau assez faible. Et ensuite, le port de Kribi,
un peu plus au sud du pays, qui est un nouveau port en eau profonde, dernière génération, qui peut accueillir aujourd'hui des bateaux de 400 mètres, MSC, et qui donc est utilisé pour notamment du transbordement, puisque de nombreux bateaux contournent le continent africain, et donc Ribi étant en position centrale, permettent à la fois de se ravitailler et puis de pouvoir déposer les marchandises qui sont destinées, on va dire, au cœur de l'Afrique. Et donc, autour de ces ports, il y a des projets de rénovation et d'agrandissement, d'aménagement de nouveaux terminaux et de zones industrielles intégrées. Donc aujourd'hui, voilà, ça construit énormément. Il y a des entrepôts, des usines nouvelles qui arrivent et donc qui ont besoin d'équipements, de solutions logicielles, de services. Au niveau du ferroviaire, voilà, c'est la route que je vous disais, hein, avec les programmes PCDN et PRBN. Qui permettent avec des financements Banque mondiale, AFD, Banque européenne d'investissement, vous voyez, vont faire l'objet d'énormément de projets d'infrastructures, de gares routières, d'aménagement urbain, rénovation des voiries. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses à garder en tête. Et enfin, la mobilité urbaine, puisqu'on fait face à un exode rural. Hein. Aujourd'hui, les populations se concentrent sur les grands mégalopoles, Yaoundé et Douala, avec inexistence de réseau de bus à l'intérieur des villes. Et donc c'est pour ça qu'il y a des projets de bus rapide transit, BRT, sur les deux villes, qui à terme permettraient d'avoir une solution alternative aux nombreux taxis jaunes Toyota Yaris que vous pouvez voir sur l'image. Dans le secteur de l'environnement, vous avez l'eau, donc problématique majeure, accès à l'eau potable. Aujourd'hui, le réseau opéré par la Camwater est vieillissant, donc il y a des problématiques de rénovation et puis d'agrandissement, puisque les villes, je vous disais, s'étendent comme des champignons sur les campagnes. Donc énormément de besoins pour déployer les nouveaux réseaux, puisque sinon, comme font les gens, souvent ils mettent des forages dans leur jardin pour pouvoir avoir accès à de l'eau. Deuxième problématique, les saisons de pluie, saison sèche. Donc en saison des pluies, il pleut beaucoup sur un temps très court, et donc les voies de drainage sont vite engorgées et inondations. Donc aujourd'hui, il y a des projets, notamment le PLIDI financé par l'AFD, pour lutter contre les inondations et assurer que tout cela puisse absorber l'eau et puis ensuite pouvoir la gérer au cours de l'année, notamment pour l'irrigation agricole. Et dans le troisième sujet, c'est l'assainissement. On a des vrais enjeux de gestion des déchets, hein, que ce soit les déchets des particuliers, domestiques ou les déchets industriels, puisque les réseaux sont, que ce soit le ramassage, le tri, les décharges, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, des projets, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément les sujets qui sont les plus financés, et donc il y a des problématiques du business model à ce niveau, même si les besoins sont énormes. Là, je vous ai mis donc les différentes actions de l'AFD sur le pays. Ça vous permettra de voir où sont les enjeux et de plus en plus, hein, que ce soit l'AFD ou la banque, l'Union européenne, finance des projets et l'idée derrière, c'est quand même que ça puisse profiter aux entreprises françaises ou européennes. Ce qui était moins le cas par le passé, mais aujourd'hui, voilà, la dynamique et la géopolitique font qu'il faut quand même pouvoir s'autoporter. Donc ça, j'en ai parlé du PLIDI, on peut avancer. Voilà, donc sur l'environnement des affaires, ça peut paraître compliqué, ou à défaut, si des entreprises travaillent déjà en Afrique de l'Ouest, vont se dire, bon, on descend en Afrique centrale, c'est à peu près pareil. Non, le Cameroun est quand même assez différent de ce qu'on peut connaître en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ici, les gens sont très malins. Vous allez être souvent sollicité, mais pas forcément par les bonnes personnes clés. Donc, c'est important d'être introduite avec des tiers de confiance. C'est comme ça que nous, on se positionne aujourd'hui à Business France. On est présent sur le terrain depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, on sait qui sont les vrais acteurs, les décideurs, et vont faire rentrer directement aux bonnes portes. Puis souvent, c'est donc des schémas
Enfin, il faut rencontrer beaucoup de monde pour un même projet. Même si à la fin, il y a un décideur, mais il faut quand même que tout le groupement, le schéma de décision, il faut quand même penser à la collégialité. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, bailleurs et population éduquée, j'en ai déjà parlé. Le secteur bancaire. Donc, on a la Société Générale qui se retire de l'Afrique. C'était la dernière banque française. Donc, aujourd'hui, il y a des banques quand même qui tiennent la route au Cameroun, Afriland, BGFI, Ecobank, BISEC. Ce sont des banques panafricaines, voilà, qui sont aussi en développement, mais je veux dire qui peuvent aussi financer des projets. Donc voilà, n'ayez pas une crainte que parce que les banques françaises se retirent, on ne peut plus faire des affaires en tant qu'entreprise française en Afrique. Je voudrais rassurer certaines inquiétudes là-dessus. Mais également, avoir en tête que les facilités de paiement peuvent être compliquées, à la fois pour vous faire payer, puisque les paiements, les sorties de devises sont très contrôlées par la Banque centrale, la BEAC. Enfin, ce sujet est commun sur plusieurs pays d'Afrique, c'est pas propre à l'Afrique centrale. Donc, vous pouvez avoir des délais de paiement anormalement longs. Et donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de prendre à minima une assurance prospection BPI France, parce que votre trésorerie peut vite être tendue et on sait que pour des PME, ça peut quand même être problématique. Donc, à avoir en tête sur comment améliorer vos flux de trésorerie. Et puis ensuite, une particularité ici, c'est que lorsque vous êtes un fournisseur étranger, que vous vendez à une société camerounaise, eh bien, ils vont vous appliquer une TSR, la taxe sur le revenu de 15%. Voilà. Et comme en général, vous ne le savez pas, vous verrez que votre facture n'est pas payée à 100% et vous aurez quand même une dette, alors que pour eux, c'est la règle locale. Donc, ça a intégré lorsque vous allez faire vos devis et vos factures. Sur le contexte électoral, donc effectivement, on est maintenant au Guinness des records en termes de longévité du président au pouvoir, puisque Paul Biya a été réélu en octobre dernier pour un 7e mandat, donc ça fait 43 ans qu'il est à la tête du Cameroun. Il a 93 ans, donc voilà, l'enjeu aujourd'hui de la succession, ça sera, je pense, la fin naturelle de vie qui permettra d'assurer une transition, mais pour l'instant, ça continue comme c'était les dernières années. Merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas si vous avez, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme je disais, on peut les prendre au fil de l'eau. J'avais un dernier point. Ah, pardon, vas-y. Ouais. Donc, maintenant que vous avez à peu près les enjeux, si vous voulez aller plus loin en termes de next step, on a un grand rendez-vous au mois de juin qui s'appelle Promote. C'est un salon local, donc ça sera la 10e édition. Et on travaille en format européen pour faire la EU Business Week. Donc, on permet à des entreprises françaises de pouvoir venir faire de la prospection, se faire connaître et rencontrer également les bailleurs qui les intéresseraient. Donc, c'est la semaine du 15 au 19 juin, juste après le Export Days. Très bien, on vous mettra le lien également. Merci beaucoup. Merci, Christelle. On a avec nous Monsieur Amara, de la société Benning, donc qui est un établissement en Normandie et qui travaille donc déjà sur l'Afrique subsaharienne et qui va pouvoir témoigner de son expérience sur ces zones. Monsieur Amara, je vous laisse la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Donc, excusez-moi, je vais vous avancer du bruit autour de moi. J'ai eu un petit problème de transport, donc je suis encore dans le train. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit autour de moi. Donc en tout cas, merci pour l'invitation, pour partager un petit peu mon expérience et au travers de celle de Benning. Avant toute chose, je vais rebondir sur les présentations qui ont eu juste avant parce qu'elles couvrent pas mal de choses très opérationnelles qui sont liées au terrain et les informations qui ont été partagées, si j'ai un conseil à donner, c'est les informations qu'il faut prendre en compte parce qu'elles sont clés pour un développement sur le territoire africain. Donc, en préparant ce témoignage, je me disais quel axe je vais aborder, parce qu'il y a plusieurs points qui sont importants pour attaquer le marché africain et notamment le marché subsaharien. Je vais focaliser sur 2 points. Ces 2 points, le premier va être la connaissance d'un écosystème, de l'environnement
là où on souhaite se développer. Et le deuxième va être plus le timing, savoir être patient pour se développer sur ces territoires-là. Donc, si je reviens sur le premier point qui concerne plus la question de l'écosystème, nous, Benning, aujourd'hui, on est une société, on est une PME française, donc basée en Normandie, qui sont spécialisées dans la conversion d'énergie. Pour nous, il était super important de comprendre les axes de croissance dans les différents pays, les différents investissements, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur le parapétrolier ou dans l'industrialisation de ces pays-là, de connaître l'environnement et de savoir quelle est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter aux acteurs locaux. Parce que de plus en plus aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, la notion de dire on fait appel à des pays étrangers qui viennent Ah, on vous entend plus très bien. Allô, allô, vous m'entendez? Ah, ça y est, vous êtes de retour. Ouais, merci. Comme je disais, donc, sur de l'écosystème local, et les pays cherchent à expérience. Il faut toujours bien comprendre ce que chaque environnement qu'il va avoir, comme vous disiez précédemment, de connaître le circuit de décision qui sont les décideurs et de plus en plus dans ces pays donc du c'est-à-dire que leur transmettre le savoir, tout ce qui va être service après-vente, installation, mise en service, ils ont besoin d'avoir un minimum de connaissances. Donc il ne faut pas avoir peur de transmettre un peu de connaissances, compétences de l'écosystème local et pouvoir développer sur du long terme avec eux. Donc la de l'écosystème, besoin du client et sa vision du long terme est super importante pour pouvoir vous positionner et aider vos stratégies selon les convenus. Principalement, si je prends des exemples, ça fait 3 ans qu'on attaque les pays subsahariens. Aujourd'hui, en 3 ans, on a pu développer des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire sur ces marchés énergétiques. Et les facteurs qui ont fait qu'il y a une confiance qui s'est créée avec ces clients-là, c'est le partage de savoir. Donc, on partage avec eux, on dit qu'on va former vos techniciens, on va former vos gens, et on sera toujours présent avec eux, malgré la distance. Donc ça, c'est vraiment un axe de développement qui est super important. Le deuxième volet, qui va être plutôt le volet timing, le temps de traverser, de faire des affaires avec les pays subsahariens, il faut faire preuve de patience. Il est assez long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du business, se dire que je vais dans un pays, obtenir mes commandes sous 2, 3, 4 ou 6 mois, c'est possible. Les business, bien évidemment. Mais nous, dans le marché industriel de l'énergie, on traverse qui compte au moins de 2 à 3 ans. Donc, on a initié avec pas mal de pays il y a 3 ans, on commence à récolter les premiers fruits, les premiers fioles locaux. Et pour gérer ce timing, il est important de choisir son partenaire local. Dire que attaquer des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun, de dire d'y aller en front ou avec les donneurs d'ordre, sans être accompagné par un partenaire local qui va connaître les us et coutumes et la méthodologie et l'approche du business local va être compliquée et risque d'allonger votre pénétration dans ces pays-là. Et là, j'y reviens aussi que le travail que fait Team France Export sur ce accompagnement-là dans les différents pays est assez important. Nous, on a pu le voir sur différents pays qui nous ont apporté pas mal de largeté. On a encore des actions aujourd'hui qui sont en cours pour pouvoir identifier des bons partenaires et connaître l'écosystème local. Donc le travail en partenariat avec Team France Export a une valeur ajoutée. Donc voilà, en résumé, s'il y a 2 messages clés que je dois faire passer, c'est bien maîtriser l'écosystème, connaître l'environnement et les ambitions de chaque pays et des acteurs à l'intérieur de chaque pays. Et 2, bien définir la timeline par rapport à l'investissement que vous allez mettre pour pouvoir avoir le retour sur investissement et s'allier avec les bons partenaires pour pouvoir les bonnes introductions et connaître les bons donneurs d'ordre. Donc voilà, on peut dire beaucoup plus parce que l'Afrique est assez un continent, et notamment la partie subsaharienne, où les aides de développement sont énormes. Pour évoquer, aujourd'hui, je prends mes effectifs en interne qui sont en charge du continent africain.
ce qui prouve qu'il y a un développement, il y a une vision sur du moyen et long terme. Il faut investir, vu de ma fenêtre, hein, il faut investir, mais bien investir et avec les personnes et prenons la timeline qui va avoir son retour. Donc voilà un petit peu les grands messages qui avaient passé. Après, il y a des questions, il y a des points. Je suis à votre dispo, soit maintenant, je pense que vous pouvez obtenir mes coordonnées via Team France Export et je serai à votre dispo pour partager un peu plus de détails. Ouais, bah, un grand merci, monsieur Amara, pour votre témoignage très, très riche, et puis d'autant plus que vous êtes en déplacement, donc merci de vous être rendu disponible. Effectivement, je pense qu'on pourra partager vos coordonnées, ça serait peut-être plus simple. Merci encore. Bah, écoutez, la mission donc, de Gérald, Merci. Christelle et... Merci. La mission de Gérald, Christelle et monsieur Amara était pas évidente, hein, vous l'avez vu, parce que c'était une grande zone, donc c'est vraiment un teaser, je dirais, pour ensuite aller l'aborder plus en détail à l'occasion de l'Export Day, donc qui se tiendra le 10 juin au Havre cette année, hein, qui est notre rendez-vous annuel pour les entreprises normandes. C'est une journée vraiment orientée business. Vous allez pouvoir rencontrer des experts, donc comme ceux que vous avez pu voir ce matin. Il y aura également Maxime Deliaef de Business France pour le Nigeria qui sera présent. Vous aurez également les directeurs de l'Afrique du Nord, de la zone Afrique du Nord, du Maroc et de l'Égypte qui sera présente pour le Moyen-Orient. C'est également l'occasion donc d'échanger avec eux. Vous pouvez prendre des rendez-vous individuels donc avec les directeurs Business France et les experts partenaires qui seront là pour échanger sur la spécificité de votre activité et puis bien évidemment networker, réseauter avec l'écosystème normand international qui sera présent également à l'Export Day. Aujourd'hui, donc, c'était le deuxième webinaire d'une série de 3, comme je vous le disais en préambule. Le troisième sera dédié au Moyen-Orient. Il a lieu le 21 mai pour nous amener donc jusqu'au 10 juin au Havre. À l'Export Day. L'Export Day qu'on co-organise donc en tant que Team France Export Normandie avec l'Agence de développement de la Normandie, la région de Normandie et puis donc Business France, mais également donc avec la Société Générale, Enterprise Europe Network, Total Energy, BPI France et l'INPI qui sera également présente. Qu'est-ce qu'on fait à l'Export Day? Donc, on aura une introduction avec une table ronde animée par un journaliste de RFI qui nous apportera des éclairages donc, sur ces zones. Ensuite, donc, je vous en parlais, les rendez-vous individuels pour lesquels vous pourrez vous inscrire directement sur le site internet. On a des créneaux de 20 minutes. En parallèle, il y aura des ateliers. Le premier, Démystifier l'export, qui est vraiment un atelier informel avec des représentants des clubs export. C'est vraiment l'occasion d'échanger avec des pairs sur ces zones et leur développement à l'étranger. Le second atelier sera sur le financement, la sécurisation des transactions, donc plutôt un aspect bancaire. Le troisième sur les aspects digitaux et propriété intellectuelle. Et le dernier, qui n'est pas des moindres, puisqu'on se situe au Havre, hein, bien évidemment, le sujet logistique. Et puis, on en a déjà parlé avec, voilà, vous l'avez vu, avec les grands ports africains, entre autres. Donc voilà, sur ces sujets logistiques, transport, et on aura également les douanes du Havre qui seront présents. Donc, n'hésitez pas également là aussi à vous inscrire, ça sera bientôt disponible. Ensuite, donc, on aura une séquence networking, puis également, on va se restaurer, c'est important, pour prendre des forces, puisque l'après-midi également sera dense. On aura encore des créneaux de rendez-vous qui seront proposés et des visites de sites dans la zone portuaire du Havre, donc thématiques selon ça peut vous intéresser, vous pouvez vous inscrire à une visite, donc soit sur plutôt les aspects manutention de conteneurs, les marchandises dangereuses ou la multimodalité, les aspects plus agroalimentaires, ou alors une visite donc, qui sera en bateau pour vous permettre également de visiter ce site impressionnant du Havre avec le site ancien et le site plus récent en bateau. Pour en savoir plus, donc, vous avez un site internet dédié, donc export-day.fr. Les différentes séquences que je viens de vous mentionner seront bientôt ouvertes aux inscriptions. Vous pouvez néanmoins déjà vous inscrire à l'événement en tant que tel. C'est un événement gratuit. Et puis, on a également donc, le soutien de différents réseaux d'entreprises et de partenaires à l'occasion de cet événement, pour que là encore, vous ayez vraiment tous les outils pour vous préparer à votre développement international, donc avec un focus plus spécifique à Afrique et Moyen-Orient cette année, mais bien évidemment, c'est le monde entier qu'on vous amène au Havre le 10 juin. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. Alors, je vois que M. Amara nous a mis ses coordonnées dans la conversation. Merci beaucoup.
N'hésitez pas, voilà, s'il y a si vous avez des commentaires ou des questions, on vous enverra la présentation donc, qui a été partagée aujourd'hui. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour. Oui, oui, Thierry de l'entreprise Covance. J'avais une question pour le Cameroun. Moi, je suis dans le domaine du bâtiment et je voulais savoir, vous avez dit qu'avec beaucoup d'entreprises chinoises qui étaient présentes, est-ce que dans les projets d'infrastructure, les entreprises générales françaises sont présentes ou ce sont les Chinois qui remportent tous les marchés? Est-ce qu'on a les Bouygues Eiffage sur ces projets-là? Oui, on a les entreprises françaises historiques. Vous avez Razelbeck du groupe Faya, Vinci et toutes ses composantes, Sosuez, Atom, Cegelec. Donc on a un certain nombre, Aegis, qui est là aussi depuis longtemps, un certain nombre de bureaux d'études. Voilà, donc non, effectivement, vous avez quand même un bon écosystème dans le BTP et les TP français au Cameroun. Vous avez également les Libanais, donc c'est pas que les Chinois, hein. Les Libanais aussi dans la construction sont très présents. Donc, ils sont présents physiquement avec des bureaux sur place. Oui, oui, D'accord, des entités locales. Ok. absolument. Et ils sont présents dans quasiment tous les pays hein, d'Afrique de l'Ouest et centrale. Pas tous les génies civilistes français, Faya, Bouygues, Vinci, ils ne sont pas tous dans tous les pays, mais tous sont présents d'une manière difforme sur toute la zone. Et c'est vrai qu'ils sont très actifs. La concurrence chinoise est rude parce qu'elle est tirée par les prix. Néanmoins, ils se positionnent sur des chantiers à plus forte valeur ajoutée. C'est là qu'ils se distinguent. Et surtout, lorsqu'il y a des cahiers des charges plus stricts sur les financements des bailleurs de fonds. D'accord, merci. Peut-être justement sur cet aspect du financement, Christelle, tu en as aussi notamment parlé en disant que c'était important de se positionner sur des projets où on a du financement assuré par des bailleurs de fonds. Quel accompagnement vous proposez dans ce cadre-là et est-ce que les PME en bénéficient également? Oui. Donc déjà, c'est d'avoir l'information, parce que très souvent, une fois que l'appel d'offres sort, c'est pas là qu'on commence à y réfléchir. Donc au moins avoir l'information, savoir que ça va arriver. Ensuite, pouvoir les rencontrer. Donc c'est l'occasion de la délégation Business Week à Promote. Et puis ensuite, lorsque les grands comptes, les main contracteurs remportent les appels d'offres bailleurs, mais ça permet après de pouvoir leur présenter des PME pour la sous-traitance ou certains lots. Donc l'idée, c'est de pouvoir chasser en meute aussi. Okay. Voilà le type d'accompagnement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Écoutez, merci beaucoup à toutes et tous, encore une fois, de vous être connectés ce matin. On a hâte de continuer cette discussion avec vous. Donc, je vous disais en vous envoyant les éléments. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers internationaux pour voilà, en savoir plus, organiser éventuellement des points individuels en amont et puis surtout vous inscrire, donc, comme je vous disais, à l'Export Day qui se tiendra le 10 juin. Oui, souhaite- merci Oui, Prune. vas-y, Juste Gérald. un petit mot avant de dire au revoir. D'abord, merci parce qu'on est vraiment ravis d'être associés à ce parcours, là, Export Day et tout l'agenda. Et moi, je serais ravi de vous retrouver au Havre donc le 10 juin avec mon collègue Maxime du Nigeria. Et je voulais aussi souligner le fait que là, je m'adresse aux entreprises. Vous avez vraiment la chance d'avoir une région et des partenaires là en Normandie qui ont un programme très soutenu à l'export et notamment vers l'Afrique. Ça fait partie des 3 régions en France où il y a plus d'actions sur l'Afrique. Donc, considérez-vous comme gâtés, profitez-en. Je crois il y a aussi la mission Normandie qu'on prépare sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire fin septembre, début novembre. Donc, ce sera rappelé le 10 juin au Havre. Et puis, dernier Début point, octobre.
Bon, vous voyez l'actualité, quand on sait ce qu'on sait, quand on voit ce qu'on voit, bah, finalement, on se dit que l'Afrique est une zone des plus sûres au monde maintenant, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques années. Mais nous, on le voit, et c'est ce que disent aussi les bailleurs de fonds, qui réorientent des fonds de plus en plus sur le continent. Enfin, on le voit là, c'est de l'actualité chaude, hein, mais c'est vrai que les radars, bah, finalement, se tournent un peu plus vers l'Afrique en ce moment. Bon, bah, si avec ça vous n'êtes pas convaincus, hein, on a tout. Bah, merci encore infiniment et puis, à très vite donc pour la suite, on espère. Bonne journée à Merci à tous. tous. Et bonne Très bien, journée. Bonne journée, merci. merci. Au Merci revoir, beaucoup. merci.